Dans cette vidéo, tu vas découvrir 8 leçons brutales que j'ai apprises bien trop tard. Si tu ne me connais pas, je m'appelle William et j'ai accompli des choses qui relèvent du miracle pour un jeune ayant grandi en HLM. J'ai gagné des dizaines de milliers d'euros grâce à l'entrepreneuriat, obtenu 2 masters, travaillé pour des entreprises internationalement reconnues et j'ai voyagé dans plus de 35 pays. Mais la vraie histoire, c'est que j'ai touché le fond, et ça plus d'une fois. Mon ex m'a quitté après 2 ans de relation parce qu'elle a eu un déclic. J'ai été transféré en soins intensifs à l'hôpital pour une anomalie cardiaque. Je me suis toujours senti comme un imposteur. Dis-toi, à l'INSEAD, j'étais le seul noir. C'est dans ces moments-là que je me suis vraiment découvert et où j'ai appris ces leçons qui m'auraient fait gagner énormément de temps. Et même épargner des moments où j'ai failli abandonner. J'ai donc décidé de te les partager dans cette vidéo pour que tu puisses atteindre tous tes objectifs plus rapidement sans aucun sacrifice. Garde la foi quoi qu'il arrive. Cette leçon a été la leçon la plus récente que j'ai comprise et je l'ai comprise dans l'adversité. Après que j'ai réalisé que ces derniers mois ont été probablement les mois les plus difficiles depuis plusieurs années. En l'espace de 24 heures, mon ex m'a quitté après 2 ans de relation parce qu'elle a eu un déclic. J'ai fait un malaise et finalement j'ai été transféré en soins intensifs à l'hôpital pour une anomalie cardiaque. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un choc émotionnel, je m'étais mal hydraté, je venais de faire une séance de sport assez intense, j'ai fait un malaise et en tombant, je me suis ouvert la paupière. C'était assez profond. Finalement, en pleine nuit, j'ai décidé d'aller à l'hôpital avec ma mère, on est allé aux urgences. Quand je suis arrivé à l'hôpital, ils se sont pas du tout préoccupés de ma paupière. Et c'était assez bizarre parce que j'étais venu pour quelque chose et ils ont commencé à me faire plein de tests. Ensuite, sans rien me dire, ils m'ont mis sur un brancard et j'ai passé la première nuit à l'hôpital. Et je savais pas du tout ce qui se passait. Moi, j'étais venu pour une paupière, juste qu'ils me recouent et après que je pouvais rentrer chez moi. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Je passe la nuit à l'hôpital, je sais pas vraiment ce que j'ai. La seule information qu'ils me disent, c'est que j'ai une petite anomalie au niveau du cœur et ils veulent s'assurer que c'est rien de grave. Et le matin, ils me disent que j'ai 2 marqueurs cardiaques qui sont anormalement élevés pour mon âge et pour ma condition physique. Et ils préfèrent me garder pour s'assurer que mon état cardiaque ne s'empire pas. Et de là, je passe des urgences en soins intensifs. Ils me changent d'étage, j'ai 2 brancardiers qui poussent mon brancard. Et pour être très honnête, c'était très difficile. C'était le lendemain de ma rupture et je me dis mais pourquoi tout ça maintenant genre, pourquoi? Je suis transporté, je vais au premier étage et là j'arrive, les couloirs sont vides et je commence à entendre des tududut, tududut, tududut. Et j'arrive à apercevoir dans les chambres, c'est des personnes beaucoup plus âgées qui sont monitorées partout avec des patchs. Et je me dis mais qu'est-ce que je fais là? J'ai juste fait un malaise, pas de chance. Je suis tombé, je me suis ouvert la paupière, j'étais venu pour 3 points de suture et rentrer chez moi. Et là, je réalise que moi aussi, j'aurai le droit à ces patchs. J'ai une perfusion, mon cœur va être monitoré pendant 24 heures. Et le truc le plus fou, c'est que j'avais plus de connexion Internet. J'avais aucune connexion Internet. Du coup, c'était moi et mes pensées. Au début, ma mère était là, mais vu qu'elle avait passé la nuit avec moi à l'hôpital, elle était très fatiguée, elle est rentrée chez nous pour se reposer. Et du coup, quand elle est partie, je lui ai dit, quand tu te seras reposé et que tu reviendras, est-ce que tu peux me ramener 2 livres? Et ce qu'il faut savoir, c'est que chez moi, j'ai une 50aine de livres. Et je lui ai juste donné cette indication, est-ce que tu peux me ramener 2 livres? Et bon, je t'épargne le passage, mais ces heures, elles étaient plus que longues. J'étais tout seul dans 4 murs blancs avec des patchs sur moi, une machine pour monitorer mon cœur. Toutes les 2-3 heures, ils venaient me faire des prises de sang, ils changeaient ma perfusion et je savais pas ce que j'avais en fait. Je me suis demandé, est-ce que c'est fini pour moi? Est-ce que je vais mourir? Mais au fond de moi, je savais que c'était une épreuve et je savais que j'allais passer outre. Et du coup, quand elle revient, elle me ramène 2 livres, dont un livre sur le stoïcisme. J'avais toujours voulu lire des livres sur le stoïcisme, j'en avais acheté un et j'avais jamais pris le temps de le faire. Et j'ai commencé à lire. Et il y a une phrase qui m'a marqué et qui a pris tout son sens à ce moment-là. C'est « Quoi qu'il arrive, cela a été préparé pour toi et de toute éternité ». Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, j'avais pas eu de diagnostic sur mon état de santé parce que le médecin venait de me faire une échographie du cœur pour savoir si j'avais une malformation cardiaque. Et je lis cette phrase et ça prend sens. Je me dis que c'est une épreuve et elle arrive à ce moment-là pour une bonne raison. Et quelques heures plus tard, le médecin vient dans ma chambre et a le diagnostic de toute la batterie de tests que j'ai fait. J'ai fait au moins 4 prises de sang, ils ont pris ma tension au moins 6 fois, j'ai fait une échographie du cœur et il me dit « Fausse alerte, ce marqueur cardiaque s'est stabilisé, il avait augmenté dû à un effort physique intense et un manque d'hydratation, mais vous n'avez pas d'anomalie cardiaque et normalement demain vous pourrez sortir ». Et du coup là forcément j'étais rassuré. Et en fait j'ai réalisé que peu importe ce qui t'arrive, tu peux le nommer comme tu veux, que ça soit Dieu, le destin, le hasard, un concours de circonstances, mais rien n'arrive par hasard. Et la chose qui est folle, c'est que je devais sortir une vidéo qui est mon tuto sur ChatGPT et j'ai pas pu la sortir parce que j'étais à l'hôpital et c'est la première vidéo qui a commencé à faire décoller ma chaîne. Et en fait, j'ai réalisé que cette épreuve était nécessaire pour passer au niveau suivant et pour m'élever, pour continuer à me développer. C'était difficile, mais c'était indispensable. Et il y a une citation qui m'est très chère, qui est que Dieu donne ses plus grandes batailles à ses meilleurs guerriers. Et quand je traverse des moments assez difficiles et que je suis plus bactère, je me rappelle de cette citation. Et ça me permet de garder espoir et de me dire que rien n'arrive par hasard. Quand tu touches le fond, tu ne peux que remonter.
Quand j'étais à l'hôpital, comme je te disais, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir et j'ai réalisé que la vie, c'était des hauts et des bas. Et en fait, j'ai eu une idée, je me suis dit, il va falloir que tu puisses matérialiser ces hauts et ces bas et que tu puisses t'en apercevoir. Du coup, quand je suis rentré, après mon séjour à l'hôpital, qui a duré 2 jours, j'ai pris une feuille et en ordonnée, j'ai tracé mon niveau de bonheur. Et en abscisse, ces 10 dernières années. Et en fait, je me suis remémoré tout ce qui s'est passé pendant ces 10 dernières années et je croisais l'année avec mon niveau de bonheur. Et en fait, mon niveau de bonheur fluctuait et notamment, ma vie était régie par des cycles de 4 ans. Et je réalise que tous les 4 ans, je suis confronté à une période particulièrement difficile. En 2017, je connais ma première rupture. Je me fais trahir par mon meilleur ami et je suis en échec scolaire. En 2019, je commence à entreprendre, je commence à gagner de l'argent et pour la première fois, je pars en Guadeloupe. En 2021, un ami à moi décède. J'ai les huissiers de justice chez moi. Ma mère perd son travail après 20 ans. Et je connais ma deuxième rupture. En 2023, tout me réussit. Je voyage dans plus de 10 pays. Je fais les Maldives avec ma mère. Je suis prêt à l'INSEAD et j'obtiens mon stage de rêve. En 2025, je fais un burn-out. Je quitte le conseil. J'ai un membre de ma famille qui est gravement malade. Des problèmes familiaux. Je me fais quitter après 2 ans et demi de relation. Et je finis en soins intensifs à l'hôpital. Et je suis arrivé à la conclusion que je traversais une des périodes les plus difficiles de ma vie. Après 3 ans où tout me souriait, mais j'ai développé une thèse. C'est que lorsque tu te noies et que tu touches le fond, tu vas remonter à la surface, quoi qu'il arrive. Mais la manière dont tu vas le faire va dépendre de comment tu agis. Soit tu vas te laisser noyer et tu vas mourir, et ton corps remontera à la surface, quoi qu'il arrive. Soit tu vas prendre les dernières forces que tu as en toi pour nager et sortir la tête de l'eau. Donc tu ne peux que remonter, et la vie c'est ça. C'est des hauts et des bas. Et même, j'ai envie de te dire que c'est une bonne chose. Parce que si ta vie était platonique, et que tu n'avais pas de bas, tu pourrais pas profiter des bons moments. Et ta vie serait juste ennuyeuse. Donc je sais que c'est dur, mais tiens bon dans les moments difficiles. Et quand tu les auras passés, tu pourras les regarder et te dire waouh, j'ai traversé tout ça, je suis capable de tout et j'ai pas de limite. Accepte de laisser partir certaines personnes. Je vois la vie comme un livre et c'est important de laisser partir certaines personnes de ta vie à certains chapitres pour pouvoir en accueillir des nouvelles. Quand j'étais plus jeune, j'ai grandi avec des gens qui n'étaient pas spécialement inspirants et qui me tiraient pas forcément vers le haut. Et même si c'était difficile, à un moment j'ai réalisé qu'il fallait laisser partir. Et c'était la meilleure décision pour moi. Et si j'avais pas laissé partir ces personnes-là, j'aurais pas fait des rencontres formidables à l'école et à l'université. Et je serais jamais devenu la personne que je suis devenu. Et je te parle pas de changer d'entourage à chaque fois que tu veux évoluer et que tu as de nouvelles ambitions. Non. Je te parle de te séparer de personnes qui ont des valeurs profondément différentes des tiennes. Et des personnes pour lesquelles tu sais que tu ne vas pas évoluer à leur côté. C'est difficile, mais il faut accepter et le faire. Et si j'avais pas pris cette décision, je n'aurais jamais été une anomalie. Parce que où j'ai étudié, j'étais une anomalie. J'ai grandi dans un HLM, dans un quartier populaire, et j'ai étudié à l'INSEAD avec des enfants de familles royales, des enfants de milliardaires, et des personnes qui étaient aux antipodes de qui j'étais. Et je te dis pas que c'était facile. Je me suis toujours senti comme un imposteur. Dis-toi, à l'INSEAD, j'étais le seul noir. Et je te parle même pas de la catégorie socio-professionnelle. Je te parle juste de la couleur de peau, j'étais le seul noir. Je me suis jamais senti à ma place, mais ça m'a permis de jouer dans des cours auxquels je n'aurais jamais pu jouer autrement. N'aie pas peur d'investir en toi. La différence entre l'investissement et la consommation, c'est que l'investissement, c'est long terme, et la consommation, c'est pour un plaisir court terme. L'objectif d'un investissement, c'est d'améliorer ton futur, que ça soit en termes d'efficacité ou même en termes d'opportunité. Le premier investissement que j'ai fait sur moi, c'était en L1. Lorsque j'étais en L1, j'avais pas d'ordinateur. Et c'était un frein parce que pour plusieurs matières, il me fallait un ordinateur. Notamment, j'avais des quiz en microéconomie. Et je me souviens que pour les faire, c'était des quiz en ligne. J'étais obligé de dépendre d'une autre personne. Je demandais à un ami pour qu'il me prête son ordinateur et que je puisse les faire. Et à la fin de cette année, j'ai travaillé en tant qu'animateur et j'ai gagné 900 €. Et l'été, avant de reprendre ma seconde L1, j'ai décidé d'investir ces 900 € que j'avais gagné à la sueur de mon front dans un ordinateur. Et ça a tout changé parce que c'était un investissement sur moi et ça a été même un contrat et un engagement que j'ai fait avec moi-même. J'ai commencé à être plus attentif en cours, prendre des notes, réviser mes cours et me préparer correctement au contrôle. Donc forcément, j'ai eu des meilleurs résultats. Et si je n'avais pas acheté cet ordinateur, je serais jamais devenu un meilleur étudiant et je n'aurais jamais intégré l'une des meilleures écoles de commerce. Donc parfois, le fait d'acheter ne serait-ce qu'une chose et de faire un investissement sur toi, ça peut changer complètement ta perception et le fait que tu prennes les choses au sérieux ou non. Parce que à chaque fois que je révisais, c'était plus ah oui, c'est le cours de ce prof. William, tu as investi 900 € dans cet ordinateur qui te permet de suivre ce cours. Donc tu as intérêt à le suivre correctement et à donner les moyens de réussir. Sinon, tu as juste mis 900 € à la poubelle. Collectionne les compétences, pas les diplômes. Je suis vraiment pour l'éducation et les études ont été la raison qui m'ont poussé vers le développement personnel. Et surtout, lorsqu'à 18 ans, tu es perdu, ça te permet d'avoir un cadre. Et tu peux expérimenter sans trop de
répercussions et de conséquences. Donc je suis plutôt en faveur des études. Mais je dirais que les diplômes sont uniquement utiles pour les métiers réglementés, comme le fait de devenir avocat ou médecin. Si tu veux faire du business, avoir un background en management, ça peut t'aider, mais c'est pas ce qui va déterminer ton succès. Et moi, ce que je valorise le plus, c'est des compétences, qui sont des connaissances spécifiques qui permettent d'accomplir une tâche. Et pour acquérir des compétences, tu as plein de moyens. Tu peux lire des livres, tu peux te former en autodidacte, et même aussi, tu as YouTube qui est une mine d'or pour se former. Tu mets sur YouTube la question que tu as, je te garantis que tu auras un tuto, et tu auras une personne qui est plus ou moins compétente pour t'aider à résoudre ton problème, et pour te donner la solution que tu cherches. Donc en fait, il y a plein de moyens de se former et il y a plein de moyens d'acquérir des compétences. Très honnêtement, si tu veux gagner le plus d'argent, je suis pas convaincu que les études, ça soit le meilleur moyen pour y arriver. J'ai gagné plus d'argent en entrepreneuriat qu'en travaillant 2 ans dans des métiers très prestigieux comme dans le conseil. Et mes amis qui gagnent le plus d'argent, c'est pas mes amis qui sont en banque d'investissement à Londres ou à New York. C'est mes amis entrepreneurs qui ont développé une compétence, qui sont devenus experts dans cette compétence et qui l'ont monétisée. Et pour nuancer mon propos, si c'était à refaire mes 7 ans d'études, je le referais sans hésiter. Parce que j'ai rencontré tous mes amis les plus proches et je sais que je garderai ces amitiés-là maintenant pour la vie. Et surtout, je me suis découvert. J'ai expérimenté plein de choses et je me suis prouvé que j'étais capable de réussir à faire des études prestigieuses, or que de base, je n'ai aucune facilité académique. Et ça m'a permis de débloquer quelque chose dans mon cerveau. Je suis capable de tout. Il y a 4 mois, je ne connaissais rien à YouTube. Et là, maintenant, j'ai une chaîne avec 3500 abonnés. Donc tout ça, je le dois entièrement au fait que je me suis prouvé que j'étais capable de réussir des études. Et ce que je te conseille de faire, c'est que si tu fais des études ou que tu te demandes est-ce que tu dois faire des études, rien ne t'empêche d'en faire. Très honnêtement, quand tu fais des études, à part si tu es en prépa, ou peut-être en médecine, en tout cas la première ou la deuxième année, et encore, tu as du temps pour faire tes études, lancer des projets et expérimenter des choses à côté. Et comme ça, à la fin de tes études, tu auras le choix. Tu pourras choisir entre une carrière professionnelle dans une entreprise ou lancer des projets plus entrepreneuriaux. Mais au moins, tu auras le choix. Et ça n'a pas de prix. Écoute tout, mais décide seul. Pour moi, c'est indispensable d'écouter les autres parce que ça va te permettre de récolter des informations et ensuite d'avoir des perspectives différentes. Mais par contre, c'est primordial que tu décides seul. Donc, écoute les autres, mais prends la décision seul avec tes tripes et ton intuition. Parce que soit les autres vont projeter leur peur sur toi. Par exemple, une personne qui est très averse au risque, si tu lui dis que tu veux faire de l'entrepreneuriat, même si tu as plein de raisons et tu as plein de preuves sur le fait que tu vas réussir, bah forcément, elle va projeter ses peurs internes sur toi. Et du coup, elle va te dissuader de le faire, or que pour elle, en l'occurrence, ça serait peut-être une mauvaise décision, mais pour toi, ça serait peut-être la meilleure décision. Donc, tu peux avoir des personnes, même si elles te veulent du bien, notamment, je pense à des familles, pour beaucoup, quand tu abordes un projet un petit peu risqué, ta famille peut te freiner. Moi, j'ai eu la chance de toujours avoir eu le soutien de mes parents, quoi que je fasse, mais je sais que c'est le cas de beaucoup d'amis à moi vis-à-vis de leur famille. Ensuite, même si c'était proche, leurs intérêts peuvent diverger des tiens. Une des raisons de ma rupture, ça a été que moi, je valorisais beaucoup plus la liberté et la réussite, tandis que mon ex valorisait beaucoup plus la stabilité. Et en fait, on arrivait à un point où nos visions de la vie divergeaient. Donc je pense que ça a joué dans sa décision sur le fait qu'elle ne se projetait plus avec moi. Et même si cette personne te veut du bien, bah dans vos interactions et même dans ses conseils, c'est inconscient, hein, mais elle aura un filtre, et elle sera toujours biaisée par son jugement et sa vision de la vie. Et enfin, leur compréhension peut être incomplète. Donc en fait, leurs conseils ne seront pas forcément applicables et justes dans ta situation. Et j'ai un très bon exemple pour illustrer ce que je te dis. Il y a 3 ans, j'ai un de mes meilleurs amis qui s'appelle Adrien, qui est le numéro 1 en Espagne en développement personnel. Il a une chaîne à plus de 1,5 million d'abonnés. Et il était dans une phase où il hésitait entre poursuivre un master à la Sorbonne et continuer sa chaîne YouTube. Et il faisait les deux depuis à peu près 1 an et demi. Il avait eu quelques résultats, mais c'était encore minime. Et du coup, quand il m'a posé la question, il voulait mon avis. Et pour moi, à ce moment-là, c'était risqué qu'il délaisse sa carrière académique parce qu'il avait fait une des meilleures licences de la Sorbonne. Il avait fait un échange à Columbia. Il avait des perspectives pour faire un des meilleurs masters en sciences politiques au monde. Ce que je lui ai conseillé, c'était de continuer d'allier les deux à la fois. Et mon conseil était légitime parce que ma perception de la chose, c'était il faisait les deux depuis 1 an et demi. Ça marchait un petit peu, mais il n'avait pas eu de preuves suffisantes pour laisser complètement sa carrière académique et se plonger complètement dans l'entrepreneuriat. Il ne m'a pas écouté, et il a bien fait de ne pas m'écouter, parce que dès lors qu'il a arrêté ses études, il a fini sa licence, il n'a pas poursuivi en master, il a commencé à s'investir à 100% sur sa chaîne YouTube, et sa chaîne a décollé, et il n'aurait jamais atteint 1,5 million d'abonnés en 4 ans s'il ne s'était pas concentré à 100%. Et en fait, ce que je n'avais pas compris à ce moment-là, c'était le temps que ça prenait pour construire une chaîne YouTube. Maintenant, je m'en rends compte. Je passe plus de 80 à 90 heures par semaine à écrire mes vidéos, les packager, les tourner, me former sur tous les aspects de la création de contenu, que ce soit savoir utiliser une caméra, comprendre comment YouTube fonctionne, m'exprimer correctement en face de la caméra. En fait, il y avait plein d'aspects que je ne maîtrisais pas et que je ne réalisais pas. Donc en fait, le conseil que je lui ai donné était mauvais parce que je n'avais pas tous ces éléments-là en tête. Et forcément maintenant, si la situation venait à se reproduire, je lui donnerais un conseil qui serait
foncièrement différent, de par mon expérience aussi entrepreneuriale et le fait que je comprenne ce que ça engendre de créer une chaîne YouTube et de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc c'est indispensable lorsque tu échanges avec des personnes, tu demandes des conseils aux gens, que 1, tu prennes un maximum d'informations et que de 2, que tu sois le seul et unique décisionnaire. Parce que personne de mieux que toi ne saura ce que tu dois faire et quelle est la meilleure décision. N'attends pas le moment parfait, il est déjà passé. Cette leçon est applicable à tous les aspects de ta vie, que ce soit relationnel, professionnel, mais je vais prendre l'entrepreneuriat pour l'illustrer. Pour beaucoup de personnes, dont moi le premier, je pensais qu'entreprendre plus tard, ça aurait été plus facile parce que j'aurais été plus compétent, plus qualifié. En l'occurrence, si je travaillais dans le conseil, j'aurais développé des compétences dans le conseil qui auraient pu être transférables dans un projet entrepreneurial. J'aurais eu plus d'argent et j'aurais eu plus de stabilité. Mais ce que j'ai compris, c'est que le moment parfait n'existe pas et au contraire, plus tu commences tôt, mieux c'est. Parce que plus tu commences tôt, plus tu auras le temps de faire des erreurs et je te garantis que tu vas faire des erreurs, tu vas échouer, mais tu vas te servir de ces erreurs pour avancer. Et plus tôt tu auras échoué, plus tôt tu réussiras. D'échouer à 20 ans et d'échouer à 30 ans, les conséquences ne sont pas les mêmes. À 20 ans, tu es encore chez tes parents, tu peux prendre des risques, les dépenses sont assez basses. Tandis qu'à 30 ans, potentiellement, tu as une copine, voire une femme. Vous parlez de fonder une famille. Et même pour revenir sur ce que je disais par rapport aux compétences que j'aurais pu acquérir dans le conseil, je pense qu'à un certain moment, ça joue en ta défaveur. Dans le conseil, on t'apprend à être super structuré, à être très pragmatique et ça te pousse vers de la rigidité. Or que l'entrepreneuriat, c'est tout l'inverse. Il faut savoir s'adapter en permanence, tu es face à plein de problèmes et il faut être super efficace. Donc je pense que les compétences que tu vas pouvoir acquérir dans ton travail peuvent t'aider jusqu'à un certain moment où ça va te renfermer dans une façon de réfléchir. Tu auras pris cette habitude et tu auras plus cette flexibilité qui est nécessaire si tu veux être entrepreneur. Donc quand je suis face à une décision qui est capitale dans ma vie, je me pose toujours la question du meilleur et du pire scénario. Dans mon cas, le pire scénario avec le lancement de cette chaîne YouTube, ça ne marche pas, je retourne dans le conseil, mais au moins avec aucun regret. Par contre, si ça fonctionne, je change ma vie, je change la vie de mes proches et je peux aider énormément de personnes. Et ça pour moi, ça vaut le coup de prendre le risque. Quand tu seras face à ce genre de décision, pose-toi la question et demande-toi quel est le pire scénario possible. Et en fait, tu te rendras compte que intuitivement au début, on a tendance à surinterpréter et penser que si ça rate, ma vie est fichue, tout le monde va se moquer de moi. Mais non, on a ce biais-là de négativité, mais in fine, crois-moi que les conséquences pour beaucoup sont très faibles. Arrête de te sacrifier pour plaire. Pendant longtemps, mon bonheur passait par celui des autres. Pour être heureux, il fallait que mes proches, mes amis et ma famille le soient. Et j'étais un petit peu heureux au travers de leur bonheur. Il y a une expression en anglais qui illustre ça. J'étais un people pleaser. J'étais une personne qui était heureux lorsque je rendais heureux les autres. Et je me suis rendu compte que c'était pas viable sur long terme. Et j'ai une anecdote assez drôle qui illustre exactement ça. J'avais ma première copine et je devais la voir après la fin de mes cours. J'avais un DST d'histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle habitait à 1 heure de chez moi. Et mon DST d'histoire durait 4 heures. J'avais des notes plus ou moins correctes en histoire, je devais avoir 13 ou 14 de moyenne. Et en DST, on pouvait sortir à partir d'1 heure. J'ai pris la décision de quasiment rien écrire sur ma copie et de finir le DST le plus rapidement possible pour ensuite aller la voir et passer un maximum de temps avec elle. Résultat, je crois que j'ai eu 1 ou 2 à ce DST-là et ma relation n'a pas duré parce que je vivais au travers de cette personne et c'était pas du tout sain et ça engendre plein de choses. J'étais beaucoup plus dépendant émotionnellement, j'étais frustré aussi plus facilement et ce qui a conduit à fragiliser ma relation. Le problème de ce genre de comportement, c'est que les gens ne t'apprécient pas pour qui tu es, mais pour ce que tu leur fais ressentir. Et dès que j'ai compris ça, ça a changé la dynamique de toutes mes relations, que ça soit amoureuse, amicale, même familiale, parce que je ne faisais plus passer personne avant moi. J'étais toujours cette personne attentionnée et bienveillante à l'égard de tout le monde, mais je ne me faisais plus passer en second plan. Et mes relations étaient beaucoup plus solides, j'étais beaucoup plus heureux. Et pour illustrer ça, tu sais, quand tu es dans l'avion, les hôtesses de l'air te donnent les mesures de sécurité au cas où l'avion venait à se crasher. Et ils te disent toujours, vous mettez en priorité votre masque et ensuite vous mettez le masque sur votre enfant. Et on sait tous que l'amour d'une mère est inconditionnel et que la majorité des mères pourraient donner leur vie à leur enfant. Donc, s'ils te disent ça, c'est pas par hasard. C'est parce que tu ne peux pas aider une autre personne si tu ne t'aides pas toi-même. Cette vidéo arrive petit à petit à sa fin. Ça a été une vidéo pas évidente à faire, très honnêtement, parce que c'est une vidéo très personnelle. Et de manière générale, j'ai du mal à partager ce genre de choses, même auprès d'amis à moi. Donc, mes amis qui ont regardé cette vidéo vont découvrir certaines choses qu'ils ne savaient pas sur moi. Mais c'était important que je la fasse. C'était important que je prenne le temps, pendant mes vacances en Malaisie, pour te partager toutes ces leçons que j'ai apprises dans l'adversité, pour t'aider ou t'inspirer, et que tu puisses éviter de faire des erreurs que j'ai pu faire dans le passé. Donc, merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin à mes côtés. Et n'oublie pas de liker et t'abonner pour m'aider à continuer à faire grandir la chaîne. Et surtout, n'oublie pas, vision, intention, action pour réaliser tes ambitions. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.